Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne, c'est Dr Antoine Young, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une notion très importante en rapport avec la prise de décision au sein des organisations, que ce soit au sein d'une entreprise privée, que ce soit dans une entreprise publique, que ce soit la prise de décision politique. On va voir que le processus de prise de décision est identique. Évidemment, on va voir différents modèles qui ont été développés pour modéliser en fait la prise de décision d'une façon rationnelle. L'avantage de ces modèles, c'est qu'ils vous permettent de prendre en compte des éléments qui sont difficilement chiffrables et on va voir que vous pouvez intégrer des éléments non chiffrables dans la prise de décision. Par exemple, si vous devez choisir un fournisseur sur base de la qualité de ses produits, vous voyez la qualité, c'est pas quelque chose qu'on peut chiffrer, mais on va voir qu'il y a des moyens de chiffrer ça. S'il faut prendre en compte, par exemple, les délais de livraison, par exemple, s'il faut prendre en compte, par exemple, le design d'un produit, le look d'un produit. Vous voyez que ce sont des éléments qui sont difficilement chiffrables, mais grâce à ces modèles, on va voir qu'on peut intégrer, ces modèles vont nous aider à intégrer ces notions pour améliorer en fait la façon dont vous prenez vos décisions au sein de votre organisation. Et aussi, ce qu'on remarque, c'est que ce sont des modèles qui sont un peu compliqués et ne sont pas vraiment enseignés dans beaucoup d'écoles. C'est pourquoi, en fait, on a décidé d'insérer dans son module ou cette présentation pour aider les entrepreneurs. Souvenez-vous, nous sommes dans le coaching des entrepreneurs et ils seront amenés à prendre des décisions stratégiques. Et quelles décisions stratégiques pour engager les organisations à long terme? C'est comme pour le pays, c'est comme pour les décideurs politiques. Ils prennent des décisions souvent qui engagent un pays, toute une nation, tout un continent à long terme. C'est pourquoi c'est très important que vous soyez entrepreneur, que vous soyez décideur politique, de suivre cette vidéo. Parce que je sais que dans pas mal d'écoles, ces modèles ne sont pas enseignés d'une façon pratique. Oui, c'est vrai, on peut insérer un module de prise de décision, mais il n'est pas développé de façon pratique pour que l'apprenant ait des compétences lui permettant de prendre des décisions. C'est pourquoi on va vous montrer en profondeur les différents modèles qui ont été développés. Je vais vous présenter les différentes formules qui sont vraiment compliquées. C'est ça, je vous le garantis, c'est vraiment compliqué, mais je vais vous montrer qu'il y a lieu de fait d'utiliser ces formules, d'utiliser ces modèles pour améliorer la façon dont vous prenez, où vous allez prendre des décisions. Évidemment, je vais vous montrer d'une façon simple, des modèles plus simples qui peuvent vous aider d'une façon simple dans la prise de vos décisions. Et ce que j'ai fait, j'ai essayé de comparer ces modèles et j'ai dit que dans la plupart des fois, les résultats obtenus en utilisant des modèles plus compliqués, des modèles plus simple, on a presque le même résultat et cela, je suis sûr et certain que ça va améliorer, surtout que notre expérience montre que dans les analyses qui sont réalisées, par exemple, au niveau de l'analyse des offres, au niveau, par exemple, des recrutements, il y a des critères qui sont ignorés puisque les analystes ou les décideurs ou les commissions d'analyse ne sont pas formés à ces modèles de prise de décision pour pouvoir intégrer toutes les variables dans le choix du fournisseur, le choix du candidat ou le choix d'un produit. Donc voilà les amis, ce qu'on va voir et je pense que cela vraiment va contribuer à l'amélioration de la façon dont vous prenez les décisions au jour. Surtout les décisions stratégiques, les décisions qui engagent l'organisation, les décisions qui engagent un pays, les décisions qui engagent une nation. Donc, sans ces modèles, on parle de mesures, mais lesquelles mesures ne sont pas des mesures, je dirais, satisfaisantes. Même si, puisqu'on ne peut pas prendre à 100% ce qu'on appelle la rationalité limitée, tel qu'on va le voir dans différents modèles qui ont été développés, mais quand même, il faut chercher une solution satisfaisante qui remplit au moins plusieurs critères. Et voilà, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Là, les amis, on va alors présenter les différents modèles qui ont été développés pour assister à la prise de décision. Et on va voir les différents modèles de prise de décision. Et nous allons voir le modèle rationnel, nous allons voir aussi le modèle de la rationalité limitée, nous allons voir le modèle politique, nous allons voir le modèle de la corbeille et nous allons voir en fait le modèle cognitif de l'hiérarchie des effets. Alors, commençons par le premier modèle, donc, qui est le modèle rationnel, le modèle relationnel qui a été développé par Simon. Et vers Simon,
Ce modèle est celui de l'homo economicus, qui suppose que l'homme est rationnel, l'homme cherche à maximiser son utilité. Pour cela, il a des préférences et puis on donner ces différents choix en disant, voilà, je peux choisir tel ou tel autre produit, je peux choisir tel ou tel autre investissement, voiture, etc. Et puis, ce modèle suppose aussi que le décideur soit capable de maximiser sa satisfaction en utilisant au mieux ses ressources à ses dispositions, parce que les ressources sont rares et ces ressources doivent être bien utilisées pour maximiser l'utilité ou bien-être. Et puis, ça suppose aussi que le décideur sache analyser et anticiper le mieux possible la situation et les événements du monde qui l'entoure afin de prendre les décisions permettant cette maximisation. Donc, vous voyez, c'est une conditionnalité difficile de remplir, puisqu'on n'a pas les mêmes capacités, donc les capacités cognitives des individus peuvent influencer justement ça, mais aussi les événements du monde qui changent, du monde qui évolue, peuvent aussi influencer la rationalité de l'homo economicus. Et puis, au niveau des étapes, on distingue 6 étapes au niveau de la prise de décision sur base des modèles rationnels. D'abord, il y a la définition du problème, quel est le problème qu'on fait face. Est-ce que c'est un problème de production? Est-ce que c'est un problème de mes ventes? Est-ce que c'est un problème de qualité, etc. Et puis, on va essayer d'identifier les causes. Après avoir identifié les causes, vous allez identifier les solutions à proposer. Parce que pour pouvoir résoudre un problème, il faut savoir ses causes. Si vous ne pouvez pas résoudre un problème sans connaître les causes. Et puis alors on dit qu'après avoir identifié les solutions possibles, il faut identifier les critères qui vous permettront de juger ces solutions potentielles. Ces critères-là, alors on dit qu'il faut procéder à la pondération ou à la fixation de l'importance de chaque critère. Et si par exemple il faut choisir un fournisseur, quelle sera la pondération à accorder au prix, au délai de livraison, la qualité par exemple, des produits, le délai de livraison, etc. Et tout ça, il faut une pondération. Et puis, quatrième étape, c'est de laisser la liste des alternatives aux solutions possibles. Montrer les différentes solutions possibles au problème. Parce que si ces alternatives sont, c'est la transformation avec des causes qui vont vous donner des alternatives possibles. Ou s'il faut choisir des fournisseurs, c'est voir quelles sont les marques possibles, quels sont les fournisseurs possibles, quelles sont les alternatives qu'on peut utiliser pour réduire ou diminuer tel ou tel autre problème. Donc ça va dépendre de celui du problème qu'on veut résoudre de zéro. La nature de la décision, s'il s'agit d'une décision c'est de l'entreprise, s'il s'agit d'une décision au niveau politique. Donc voilà, il faut bien identifier les alternatives. Et puis, 5, il faut évaluer alors ces alternatives. On va les évaluer sur base des critères qui ont été définis à l'étape 2. Et puis, alors, on va déterminer la meilleure solution ou faire un classement des alternatives ou solutions en étant envie de dire, voilà, s'il faut ordonner, voilà la première alternative qui semble être la meilleure, et voilà la seconde alternative, voilà la troisième, etc. Parce que des fois, il est difficile de mettre en œuvre toutes les solutions. C'est pas possible. Donc, il faut avoir un ordre de priorité, et alors, c'est ça, en suivant ça, voilà, on va arriver à un classement. Et puis, le modèle a été proposé par, justement, comme je le dis, Abel Simon, et il a été synthétisé en 3 étapes, l'étape de l'intelligence, de la modélisation et du choix. Donc, au niveau de l'intelligence, on cherche justement la prise de connaissance du problème et vous collectez les informations. Au niveau de la modélisation, vous faites la recherche, analyse et évaluation des solutions. C'est pourquoi on va vous montrer différents modèles qui sont utilisés dans la prise de décision. Et puis, dans le choix, donc, c'est suivant des critères, justement, pour choisir la meilleure solution et vous allez mettre en œuvre la solution et contrôler les résultats pour voir si réellement les effets escomptés ont été obtenus ou le problème auquel vous faisiez face a été résolu à travers l'application, la mise en œuvre des solutions proposées. Voilà, l'autre modèle qu'on va voir, c'est l'autre modèle, c'est le modèle de la rationalité limitée. En fait,
Et bien, Simon a proposé le premier modèle. Mais après, il a proposé alors en disant, voilà, c'est pas possible d'avoir toutes les informations, on n'a pas maîtrisé toutes les situations. Donc, quand même si on ne peut pas avoir un modèle idéal qui maximise l'utilité, cherchons quand même un modèle disons, qui permet qui est juste, sans toutefois chercher à maximiser l'utilité, mais quand même trouvons une solution satisfaisante. Donc, satisfaisante, même si ce n'est pas la plus idéale. Alors, voilà l'idée globale de son modèle. Son modèle considère qu'il est impossible aux acteurs de maximiser l'activité, car il est difficile de traiter l'incertitude, parce que toujours il y a des risques. C'est comme on dit que l'homme propose et Dieu dispose. Donc, il y a toujours des éléments qu'on ne maîtrise pas, il y a des risques, il y a des aléas qui peuvent empêcher la réalisation de vos prévisions. Et puis, on dit, il est même impossible d'avoir toutes les informations. Souvenez-vous, ce qu'on appelle la symétrie d'information, soit on n'a pas des informations qu'on cherche à l'autre partie peut dire que la réalité est bonne, mais ils peuvent tromper. Donc voilà, c'est ça, on ne peut pas avoir toutes les informations. Et puis, aussi, les informations peuvent être nombreuses qu'il est impossible de les traiter en même temps. Et puis, les acteurs ont des capacités de traitement de l'information bornées, donc qui sont limitées, donc on ne peut pas maîtriser tout. Parce que s'il faut, par exemple, choisir un ordinateur, il faut maîtriser tout, tous les contours, toutes les caractéristiques, etc., tous les besoins, etc. Les acteurs sont en situation de dépendance, donc quand on prend une décision, l'autre prend une autre décision. Donc, les acteurs économiques sont en interconnexion. Par conséquent, la décision ne sera pas parfaite, elle sera juste satisfaisante. Elle sera le résultat d'analyse d'un nombre limité d'alternatives, aussi dans l'ensemble des alternatives possibles. S'il faut choisir le fournisseur, vous voulez recruter. Il y a combien de candidats, il y a combien de chômeurs qui peuvent être présents. Est-ce qu'on peut les appeler tous pour passer le test en but de sélectionner? Donc, vous voyez que c'est un peu impossible. C'est la même chose, même cas pour le choix des fournisseurs. Il y a plusieurs fournisseurs pour un tel produit. Est-ce que vous pouvez les regrouper, les appeler et ainsi faire le choix? Donc, c'est pas toujours évident. C'est pourquoi on dit que la rationalité est limitée, parce que suite à ce qu'on vient de dire. Et puis l'autre modèle, c'est le modèle politique. Là, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de comprendre, en fait, ce modèle permet de comprendre la vraie vie, la vraie réalité. Et on dit que normalement, il y a dans la prise de décision, les décideurs ont des intérêts ou des projets personnels et des besoins personnels, des perceptions propres. Et alors, le processus de décision est basé sur les négociations, les discussions, les marchandages et des négociations, etc. Donc voilà, c'est l'idée globale de ce modèle, fondé sur des informations incomplètes, déformées ou cachées par les décideurs pour accomplir les propres projets. Donc voilà, ceux qui prennent des décisions, chacun va voir comment il va s'y retrouver. Il peut cacher des informations en fonction des projets personnels. Si vous voyez, il voit que la décision va affecter ses intérêts, il risque de ne pas adhérer à donner des informations complètes ou à ne pas adhérer à votre décision. Son modèle est une bonne représentation de la façon, dont le monde marche ou fonctionne. Son inconvénient est que la bonne décision n'est pas nécessairement prise. L'inconvénient est que la bonne décision n'est pas nécessairement celle qui sera choisie ou prise par les décideurs, puisqu'il y a des intérêts personnels qui vont influencer le choix. Les questions de négociation peuvent être confuses et elles peuvent être soumises à la pression d'intérêts privés. On peut réaliser après coup que les informations fournies étaient volontairement déformées. Il y a le risque de prédominance des intérêts privés dans la prise de décision. Donc voilà, c'est ça la limite de la décision. Voilà comment fonctionne le monde réel de prise de décision. Donc, ça fonctionne en fonction des intérêts personnels et en fonction de ce qu'on veut, on peut fournir des informations partielles, ce qui va biaiser en fait la décision finale. L'autre modèle, c'est le modèle de Probey, où dans ce modèle, en fait, il n'y a pas de processus formel qu'on vient de voir qui est organisé, mais il y a toujours des décisions sont prises au hasard. C'est au hasard qui fait qu'on prenne une décision, parce que s'il y a un problème, on va essayer. S'il y a même des solutions qui sont là, on va essayer. Il n'y a pas d'autres processus
d'ensemble qui va consister à prendre une décision sur un problème qui s'oppose à l'organisation, tel qu'on vient de le voir. Donc, souvenez-vous, nous sommes dans l'entrepreneuriat. Il faut comprendre ça, parce que je sais que ça fait vraiment perdre énormément d'argent aux organisations. Quand on fait un mauvais choix, tu peux choisir un mauvais fournisseur et donner des produits qui ne marchent pas, etc. Parce qu'il y a des considérations que vous avez ignorées. Et comme je vous l'ai dit, ces modèles qu'on va voir dans les modèles, on va voir l'avantage, c'est d'intégrer. Ces modèles vont vous permettre d'intégrer des données qui ne sont pas chiffrables et dans la prise de décision. Ce qui va améliorer en fait la façon de décider. Alors, si dans ce modèle, on va distinguer qu'il y a ce qu'on appelle les décideurs. Pardon, l'autre, c'est l'autre modèle, le dernier modèle qui est le modèle hiérarchique des effets, qui est utilisé dans l'analyse des comportements des consommateurs face à l'achat d'un produit. On distingue 3 phases. Il y a la phase cognitive, la phase affective, la phase cognitive. La phase cognitive consiste en fait à la recherche des informations sur le produit. Et puis alors, le consommateur, avant d'acheter un produit, il va d'abord chercher des informations et puis après, alors, il va soit aimer le produit ou ne pas aimer le produit. Ça, c'est la phase affective. Et après, alors, il va décider d'acheter ou pas. Ça, c'est la phase cognitive. Et puis, selon ce modèle, alors, on va distinguer qu'il y a des décideurs cognitifs et des décideurs cognitifs et des décideurs affectifs et des décideurs mixtes. Les décideurs cognitifs sont des décideurs qui prennent des décisions sur base des informations qui sont recueillies. Oui. Alors que les décideurs affectifs privilégient les sentiments aux faits objectifs. Il ne cherche pas la réalité, mais il prend la décision dictée par ses sentiments. S'il est en colère, il va prendre une décision. S'il apprécie telle chose, il va prendre une décision. Alors que normalement, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Et puis, les décideurs mixtes, en fait, ils vont prendre en considération les deux aspects. L'aspect information, l'aspect chose réelle et l'aspect aussi affectif. On va combiner les deux. Donc voilà, au niveau des modèles. Et puis on a parlé de la pondération des critères. Et puis ici, on voit qu'il y a 3 types de pondération des critères. Il y a ce qu'on appelle les méthodes subjectives, ça veut dire quand c'est l'homme qui influence beaucoup plus sur le choix. Il y a aussi les méthodes qu'on appelle les méthodes objectives, où ce sont les chiffres, on analyse, on calcule, et puis on dit voilà comment on va attribuer les points. Et puis, il y a les méthodes, qu'on dit, les méthodes intégratives qui tiennent compte de l'ensemble des deux critères subjectifs et objectifs. Ici, parmi les critères subjectifs, on trouve ce qu'on appelle les points d'allocation des points, ou bien le rating direct, ou bien la méthode de ranking, puis pairwise comparison, ration method, swing method, etc. Parmi les méthodes objectives, on trouve ce qu'on appelle entropie méthode, criteria importance for intercriteria correlation, il y a mean correlation, mean weight, standard deviation, etc. Et ici, il y a ce qu'on appelle multiplication and synthesis, donc on va multiplier les deux méthodes, les résultats des deux méthodes, et puis il y a soit on peut additionner additive synthesis, pardon. Et puis optimal weighting based on sum of squares, optimal weighting based on relational coefficient of graduation. Donc, ce sont des méthodes qu'on peut utiliser qui sont, je vous ai dit que ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Et voilà, je ne sais pas si je peux voir si la machine me permet. Donc voilà, au niveau des méthodes, on peut voir qu'il y a beaucoup de méthodes qui ont été développées justement pour modéliser l'approche rationnelle. Ici, on va voir ces différentes méthodes, top 6, technique of order, preference by similarity to ideal solution, and more multi-objective optimization on the basics of relation analysis. Mostly multi-objective optimization on the basis of single relation analysis, WASPAS, weighted aggregated sum product, weighted sum model, or simple additive model sont des méthodes qui ont été développées pour aider à la prise de décision. S'il y a weighted product model,
complex proportional assessment, evaluation based on distance from average solution, additive regression. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de modèles qui ont été utilisés. Donc, quand vous êtes en train de prendre votre décision, il faut voir la méthode qu'il faut et qu'il vous faut et justifier le choix que vous avez réalisé sur base de ces méthodes. Donc, apparemment, je vais voir si ça tient au niveau des... Je voulais juste vous montrer un exemple de calcul de poids. Donc, comment ça marche. Voilà. Je vais commencer. Vraiment, c'est... Excel, ça me fait très mal avec ça. Donc, voilà, j'ai parlé de la méthode de l'entropie, par exemple. Vous voyez la première étape. Parce que l'objet n'est pas de vous montrer en train de profondeur, mais c'est de vous montrer les différentes étapes, juste pour voir comment manipuler ce plan du temps. Ça, c'est la première matrice. Ici, on choisit par exemple une marque de téléphone. Ça, ce sont les prix, les coûts. Ça, c'est le poids, etc. Donc, voilà, ça, c'est la matrice. Donc, vous avez analysé toutes ces données-là. Vous avez ça. Et puis, ça, c'est la première chose à faire, ce qu'on appelle la normalisation de la matrice. Après avoir fait la normalisation, vous allez calculer ce tableau. Comment on appelle ça? La fonction népérien ou logarithmique, quelque chose comme ça, c'est ça que vous allez faire. Et puis, vous allez prendre ça fois ça. Voilà le résultat ici. Et puis, alors, vous allez calculer cette somme, ça, pour chaque variable. Et puis, vous allez prendre ça. Donc, voilà, fois ça, fois... Donc voilà, la formule, tout ça, parce que je ne peux pas entrer en profondeur. Nous donnons des formations sur ça. Ça, c'est jusqu'à donner les pondérations ici. Voilà les pondérations ici. C'est ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites la somme, normalement, ça doit être égal à 1. Donc voilà, ici, ça, c'est 100%. Ça, c'est l'entropie. J'ai parlé de la méthode de l'entropie. Et puis, autre méthode, ça, c'est entropie. Donc, vous avez vu les étapes. Ça, c'est la méthode de l'entropie. Je vais voir si j'ai une autre méthode que je peux avoir ici. Et oui, critique méthode, j'ai parlé de ça aussi. Donc voilà, toujours avec la procédure, voilà, on fait la normalisation. Ça, c'est critique méthode, normalisation. Et puis, on va faire la normalisation de la matrice. Et puis, on va calculer les standard deviation. Et puis après ça, on va déterminer ce qu'on appelle symmetric matrix, donc qui est ici. Et puis on va calculer aussi ça. C'est toujours pour déterminer le poids des critères, la pondération. Donc voilà, c'est autre chose qu'on va faire. Et puis on va faire aussi, voilà en fait les formules qu'on utilise. Voilà also determining the quantity of information in relation to each criteria. Voilà, ça c'est autre chose qu'on va calculer. Et puis alors voilà les poids qu'on a accordés à chaque critère. Donc c'est ça qu'on a fait. Et voilà les poids, voilà la formule qu'on a utilisée. Donc voilà. Et puis champ entropie, ça on l'a présenté. Et puis autre méthode qu'on peut voir. Le ranking, par exemple, parmi les méthodes subjectives, on a parlé de ranking, ça veut dire qu'on doit donner de l'ordre en disant ça c'est le premier, deuxième, troisième, etc. C'est l'ordre. Donc chaque participant à la décision. Donc chaque participant doit donner de l'ordre. Donc voilà, c'est pourquoi il dit voilà, leur coût est très, très important pour nous. C'est le premier élément déterminant. Le deuxième élément déterminant, c'est la qualité. Le deuxième élément déterminant, par exemple, c'est la puissance ou la RAM, etc. C'est bon. Ça, c'est le ranking. Et puis, on va, voilà, les différentes étapes qu'on va suivre. Le rating, ça veut dire qu'on va donner pour le cas des ratings, ça veut dire qu'on doit essayer d'accorder des points. On va répartir les 100 points sur les différentes alternatives et on va voir comment les points étaient répartis. Seulement, on va essayer de normaliser ces points-là. Pairwise comparison, donc ça aussi, on va comparer option par option et aussi jusqu'à ce qu'on arrive à
à choisir. Voilà, je vais voir. Voilà, pairwise comparison matrix. Voilà, là aussi, vous commencez par ça, à comparer les options, les critères. Et puis, on va faire pairwise comparison matrix. Et puis, après, on va normaliser. Et puis, après la normalisation, on va passer à ça. Donc, vous voyez la normalisation. Ici, vous voyez que c'est la somme de ça. La somme. Et puis, on va calculer ce qu'on appelle calculating the consistency. Donc, voilà, c'est ça qu'on a fait. C'est ça qu'on a fait, consistency. Et puis, on va faire de la vérification pour valider les points qu'on a donnés. Donc, voilà, tout ça. Vous voyez ici. Donc, vous voyez que quand même, c'est vraiment un travail scientifique. Et vous voyez que c'est des choses qu'on doit faire avec l'ICIE. C'est pourquoi je me dis que c'est, en l'introduction, je dis qu'on n'enseigne pas ça parce que c'est tellement compliqué qu'on ne peut pas enseigner certainement ou à n'importe qui. Donc, il faut un niveau pour pouvoir apprendre tout ça. Ça, c'était juste vous montrer des exemples de comment on peut analyser scientifiquement faire les pondérations. Et puis, pour ces modèles, je vais vous montrer les équations à rapport avec ces modèles qui supportent ces modèles. Donc, pour chaque modèle, il y a des équations scientifiques ou des étapes qu'il faut respecter. Par exemple, pour top 6, voilà les différentes équations qui supportent ce top 6. Voilà. Tout ça, ce sont des équations à rapport avec son modèle. Donc, tout ça, tout ce que vous voyez ici, tout ça, ce sont des équations. Et puis, tout ça, ce sont des équations pour le top 6. Voilà, tout ça. Et puis, tout ça. Alors, la dernière étape, la dernière équation, c'est celle-ci. Donc, vous allez faire le ranking. Donc, ici, moi, j'ai déjà préparé ça en Excel. Donc, s'il faut analyser, s'il faut prendre une décision, c'est direct. Donc, il suffit juste d'appliquer, de mettre vos alternatives dans le modèle, d'ajuster et vous avez la solution de votre problème. Donc, la meilleure choix est proposé. Donc, voilà ici, la normalisation de la matrice, c'est ça qu'on a fait ici. Donc, voilà les formules qu'on doit utiliser pour faire la normalisation, c'est ces formules-là. Et puis, voilà, normalisation du matrix. La matrice, c'est normalisée fois les poids. Oui, c'est ça. Donc, voilà les poids. Je vais voir ce qu'on a mis, les poids. Voilà, les poids seront tous donnés ici, c'est ça, les poids. Voilà les poids. Et puis, après ça, on va déterminer ça. Donc, voilà la formule qu'on a utilisée toujours. Et puis, ça aussi, vous allez voir la formule ici qu'on a utilisée. Et puis, ça aussi, vous voyez la formule qu'on a utilisée. Donc, vous voyez que ce sont des formules qu'il faut appliquer. Mais, vous voyez, la dernière chose à faire, c'est le ranking. Donc, voilà, c'est ça. Et ici, quand je change un élément, le classement peut changer directement. Quand je change juste un élément ici. Si, par exemple, ici, quel est le mobile one, le mobile qu'on peut bien choisir et avec ces données qu'on a, par exemple, regardez, ici c'est numéro 3. Mais regardez si je change le montant de la valeur du numéro 3, ici 3, ici au niveau du coup, par exemple, je mets 700, donc c'est un exemple, on va voir comment ça change. Donc vous allez voir, regardez, quand j'ai mis 700, il est toujours resté. Non, ça a changé. On a pris le quatrième. Voilà. Le quatrième, c'est 4. Si je retourne un peu en arrière, vous allez voir que ça. Pour le retourner à 300. Donc maintenant, c'est troisième. Regardez si je change encore une fois. C'est pourquoi je vous dis que j'ai déjà fait toutes ces formules-là. Pour moi, ça, c'est vraiment facile parce que ça m'a pris 5 mois pour préparer ça. Et puis quand je mets ici, par exemple, ça 50, disons ça 50 ici. Donc, si c'est mobile one, voilà, il devient le premier au niveau du ranking. Donc, vous voyez que c'est automatique. Si je mets, voilà, donc je retourne en arrière pour regarder notre scénario original. Ça, c'était top 6.
Aussi, on peut voir donc les autres équations pour ADAS, ça, ARAS, pardon, Additive Erosion Assessment, ça, ARAS méthode, voilà les équations. Donc, vous voyez que j'ai 16 pages pour les équations qui supportent ces modèles-là que je suis en train de vous montrer. Je viens de vous montrer, voilà les équations, tout ça. Voilà, tout ça sont des équations qu'on doit réaliser. Et tout ça aussi, tout ça. Et voilà, jusqu'au ranking. Quand vous voyez le ranking, ça veut dire que c'est fini. Quatrième étape, vous voyez tout ça, voilà, jusqu'ici. Alors, on va faire le ranking. Ça, c'est ARAS. Donc voilà, je veux voir ici, j'ai ARAS, je pense, je vais vous montrer. En fait, tous ces modèles-là, je les ai déjà. J'ai déjà réalisé ça. MOHA, WASPAS, Weighted Sum Model, or Product Sum Model, COMPLACE, ARAS, voilà, ARAS, j'ai déjà fait ça. Quelles sont les différentes étapes de ARAS? Ça, c'est la matrice de décision. Je vais vous montrer. Voilà la matrice de décision originale. C'est comme si vous avez déjà classé, vous avez mis les points qu'on a, etc. Et puis, ça, c'est ça, c'est la première étape ici. La première étape. Et puis, voilà la deuxième étape. Et puis, deuxième étape, et puis troisième étape ici. Ça, c'est la matrice normalisée. Ça, weighted matrix, ça. Vous voyez les différentes étapes, vous voyez que c'est tout un processus pour pouvoir prendre une décision. Ce n'est pas vraiment des choses qu'on peut prendre à la main, comme ça, sans faire une analyse, parce que nous sommes dans l'analyse scientifique. Donc voilà comment, et là on va terminer, c'est ici. Donc avec le classement. Là aussi, quand on change un élément ici, tout va changer. Donc voilà, les amis, chers entrepreneurs, voilà, dans l'entrepreneuriat, il faut apprendre à décider. C'est comme dans la politique aussi, il faut apprendre à prendre des décisions, même si on a vu que c'est un peu compliqué. Mais voilà, quand même, ça peut aider. Oui, ce qu'on peut contrôler, bien sûr, c'est la décision, même si on ne peut pas contrôler à l'avance le résultat de votre décision. Donc voilà toutes les méthodes des DAS, voilà ces équations. Voilà toutes les équations avec EDAS, etc. Donc ça continue, voilà. Tout ça sont des équations. Voilà, Gray, méthode. Donc voilà, en fait, toutes les équations que j'ai montrées ici, pardon, tous les modèles que j'ai montrés ici, pardon, qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un petit problème avec la machine, je ne sais pas pourquoi. Voilà, tous ces modèles-là que vous voyez ici, j'ai réalisé les équations correspondantes et j'ai réalisé les formats Excel correspondant à toutes ces équations. Donc, si jamais j'ai une décision importante à analyser, si jamais un cas se présente pour que je puisse assister dans l'analyse, donc j'applique au moins 5 méthodes et je retiens la méthode, le résultat qui a été choisi par plusieurs méthodes. Même je peux appliquer toutes les méthodes, ça dépend de la décision. Si c'est une décision qui concerne par exemple un grand investissement, un choix d'un fournisseur, si une décision politique, dans la mesure pour proposer une mesure, il faut quand même utiliser plusieurs modèles pour voir la meilleure solution à proposer. Parce que ça va impacter, donc avoir un impact plutôt énorme. Donc voilà, ici on va parler des biais qu'il faut éviter, donc des erreurs qu'il faut éviter, notamment le biais de confirmation où vous allez essayer de collecter juste les informations qui confirment les faits, hein, vos faits, les faits ou ce que vous cherchez. Donc c'est on sélectionne les informations juste pour confirmer vos préjugés ou ce que vous savez juste dans la tête. Et puis l'autre, c'est l'heuristique de disponibilité. Ce biais nous conduit à prendre des décisions en fonction de la disponibilité d'informations dans notre mémoire. Au lieu de chercher des informations, au lieu d'aller plus loin, au lieu de pousser, on va juste prendre des décisions sur base des informations que nous avons dans notre mémoire. L'autre, c'est le biais de Silviva, où on parle uniquement des choses, de belles choses, en ignorant les côtés négatifs. Par exemple, au niveau de l'entrepreneuriat, on parle juste ici pour enseigner, on parle juste des entrepreneurs qui ont réussi, tout en oubliant qu'il y a d'autres qui ont échoué. Donc, c'est ça le biais des Silviva qu'il faut
juste éviter dans la prise de décision. Autre, c'est le biais de l'ancrage qui, vous avez des informations initiales. Même si vous avez d'autres informations supplémentaires qui montrent le risque, qui montrent que quelque chose ne va pas marcher, vous prenez la décision sur la base des informations initiales. Et puis, l'autre, c'est l'effet de halo, donc l'effet de la première impression. Quand vous voyez une chose pour la première fois, vous optez pour ça. Au lieu de choisir, au lieu de chercher la qualité des autres produits, au lieu de tester le prix des autres produits. Donc, vous prenez juste le premier produit qui vous impressionne. C'est ça qu'il faut éviter dans la prise de décision. Et voilà, c'est la présentation, disons, théorique. Et puis, voyons des exemples, des modèles simples. Juste pour vous aider à comprendre, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses à faire, des équations qui risquent d'être très compliquées, mais voyons d'une façon simple au début comment vous pouvez faire pour améliorer votre façon de prendre la décision. Alors, supposons que nous voulons sélectionner par exemple un téléphone. Prenons un exemple simple. Nous avons 3 marques Samsung S20, iPhone 12, Nokia 9. Voilà, ici on a attribué les critères de sélection, ce sont la qualité, le prix, le confort, la sécurité, le style, la caméra. Et puis, comment on va évaluer ces critères? Nous allons évaluer si les critères extrêmes. Quand la qualité est mauvaise, extrêmement mauvaise, on va donner 1. Si la qualité est moyenne, on va donner 5. Et si la qualité est très bonne, on va donner la note de 9. Et voilà, on a donné des différents points. Ça, c'est le montant du prix. Ça, c'est le prix recueilli sur le marché. Et puis, pour les autres aspects, on a mis les évaluations. Souvenez-vous, je vous ai dit que ces modèles, la particularité de ces modèles, vous voyez que ça vous aide à intégrer des éléments non monétaires dans la prise de décision. Alors, la plupart des gens décident, voilà où se suscite les élèves. Quand vous avez ces éléments-là, vous avez l'habitude de calculer la moyenne. Or, ça, on ne peut pas calculer de moyenne. Parce que, pardon, les chiffres que vous avez sur la qualité, le confort, la sécurité, le style, ce sont des éléments ordinaux, ce qu'on appelle variable ordinale. Ce n'est pas une variable intervalle. Donc, on ne peut pas les additionner avec le montant. Déjà, au niveau de l'unité monétaire, on ne peut pas additionner des choses qui n'ont pas la même unité monétaire. S'il faut vraiment faire ça, il faut enlever cette casquette d'unité, ce qu'on appelle la normalisation des données. Comme ça, vous pouvez analyser. Ici, alors, vous ne pouvez pas analyser et dire, voilà, ça, on a 156 ici, comme ça. Faire comme ça, somme comme ça. Non. Vous voyez, quand je fais la somme, c'est 936. Ça ne se fait pas. Parce que ça, ce ne sont pas des données qui sont intervalles. Alors, si on commet une erreur en calculant la moyenne, regardez, si on a les données brutes comme ça et on fait la moyenne, et là, on va voir quel est le téléphone qui a une grande moyenne. Voilà ce que vous allez avoir comme résultat. Et puis, alors, maintenant, on va passer à on va d'abord transformer son prix, son critère, pour que ça soit au même niveau que les autres critères. Alors, on va dire, voilà, si le prix est le plus bas, on va donner une note la plus élevée, on va donner, par exemple, 9. Si le prix est moyen, par exemple, celui-ci, on va donner une note 5. Et si le prix est très élevé, on va donner la note 1. Donc, voilà, comme ça, on peut additionner, et c'est possible. Alors, maintenant, on a transformé celui-ci, il fallait faire comme ça. Pour le prix, il faut donner, par exemple, ici 5, plutôt ici 1, ici 9. Pourquoi? Parce que le prix le plus bas, c'est le prix le plus avantageux. C'est ce qu'on appelle non-beneficial criteria. Non-beneficial criteria, ce sont des critères, lorsque c'est bas, c'est mieux. Alors qu'est-ce qu'on appelle beneficial criteria, lorsque c'est élevé, c'est mieux. Par exemple, la qualité. Si la qualité est bonne, c'est mieux.
Mais pour le coup, quand le prix est élevé, c'est mauvais. C'est ce qu'on appelle non criteria, alors que la qualité, c'est beneficial criteria. Donc, c'est dès que le prix bas, voilà, alors la prix s'élève. Donc, c'est ça que je viens de faire ici. Voilà. Alors, ici, jusqu'à ce niveau, vous voyez qu'on a quand même essayé de pondérer et de voir sur base de la moyenne quel est le tribunal qu'il faut choisir. Mais est-ce que ces critères-là ont une même importance? Souvenez-vous, quand on a vu la méthode rationnelle, on a dit qu'il faut trouver des critères. C'est vrai, on a trouvé la qualité, le prix, le confort, le safety, etc. Mais on a dit qu'il faut pondérer. Est-ce que le prix a la même influence dans la décision d'achat que la qualité? Est-ce que le prix a la même influence que le confort dans la décision d'achat? Est-ce que le style a la même influence que le confort dans la décision d'achat? Donc, vous voyez, c'est ça l'idée de la pondération. Donc, quand on ne pondère pas, vous voyez, ici, j'ai fait juste, vous voyez que c'est la moyenne que j'ai fait ici, que j'ai réalisé ici. Donc, voilà le téléphone qui sera choisi. Sans pondération. Mais quand on va tenir compte de la vraie pondération de l'élément qui influence réellement, on va voir que le choix peut changer. Donc ici, je vous montre d'abord comment la pondération, la façon de pondérer peut influencer le choix. La façon dont vous avez pondéré les critères peut influencer le choix. Et puis, ça justifie aussi l'utilisation des critères scientifiques. Donc, puisque vous avez vu qu'il y a des critères objectifs et subjectifs, donc ça justifie le fait d'utiliser des critères objectifs pour pondérer vos critères. Ici, par exemple, ici, quand je mets ici la qualité, je donne 25, le prix, je donne 0,02, le confort, je donne 0,05 en termes de pondération et la qualité, ainsi de suite. Vous voyez, c'est celui-ci qu'on va choisir. Parce qu'ici, vous voyez, ici, c'est ça. Pardon. Ici, quand le résultat pondéré, vous voyez, celui-ci aura ça. Celui-ci aura ça. Et, etc. Donc, voilà. En termes de moyenne, cette fois-ci, après avoir pris en compte la pondération, vous voyez que l'iPhone 12 toujours reste choisi. Mais quand nous changeons la pondération, donc vous voyez, on a changé ici le prix. Je dis non, le prix quand même influe beaucoup sur la décision de choix. Le prix avait 0,02, regardez ici 0,2. Et puis la caméra, ici, vous voyez que c'est 0,4. Mais je mets 0,2. Parce que la somme, normalement, ça doit être égal à 1. Regardez. La somme doit être égale à 1. Donc voilà, ici, quand vous changez la pondération, le choix va aussi changer. Avant, c'était comme ça. Donc ça, c'est la moyenne. Vous voyez, c'est juste la moyenne. Donc ici, toujours, quand vous regardez la moyenne, vous voyez, on va choisir le iPhone 12. Alors, quand je change la pondération, cette fois-ci, c'est Samsung qui sera choisi. Regardez. Je vais changer, vous allez regarder. Quand je mets la qualité à 0,35, 0,35, et que le prix, je mets à 0,2, non, c'est pas 0,3, parce que ici, on doit avoir 1. Toujours, on choisit ça. Si je mets la qualité à 0,5, 0,5, et ici, je mets par exemple 0,15, 0,15, ouais, on choisit celui-ci. Ouais, vous comprenez le rôle de l'utilisation des critères scientifiques dans la pondération des critères. Si je mets, donc je peux retourner en arrière. D'accord, vous avez vu que la pondération va influencer le choix qu'on doit faire. Et puis, autre chose, ça c'est le premier exemple. Ici, vous voyez que je vais vous montrer d'une façon simple, mais ici, vous voyez qu'on a inséré des critères qui peuvent être ignorés dans la plupart quand nous assistons dans les analyses des offres, tout ça. On ne voit pas vraiment qu'on n'arrive pas à bien pondérer et on fixe au hasard les points, mais sans aucune pondération. Comme ici, tous les critères avaient la même pondération. Alors ici, c'est presque la même chose. Ici, c'est la même chose que je viens de vous montrer. Ici, sauf que
Ici, c'est la pondération. Et toujours la même logique. Ici, on veut choisir le fournisseur, un cas de qualité, prix, délai de livraison et les conditions de vente. Et puis, ça, c'est la note qu'on a donnée au fournisseur. Et puis, quand on prend la moyenne, regardez aussi les que vous risquez d'avoir, ou que vous risquez d'avoir quand vous ne considérez pas les pondérations. Ici, par exemple, comme vous voyez que les deux ont une même moyenne. Alors, dites-moi comment vous allez départager les deux. Puisque les deux ont une même moyenne, regardez. Ils ont une même moyenne, mais au niveau de la note, partout, c'est pas la même chose. Parce que celui-ci, ici, A 8, et ici, il a I7. Ici, celui-ci a I6, ici c'est 6. Et puis là, I7 ici, mais l'autre ici a I8. Mais en moyenne, vous voyez qu'on a une même moyenne. Alors, comment vous allez les départager? Vous voyez le problème que vous risquez d'avoir. C'est pourquoi donc c'est vraiment en tant qu'entrepreneur, nous sommes dans la structure de l'entrepreneuriat, il est très important de bien choisir, prendre une décision et avoir des critères de prise de décision. Alors, regardez si au niveau de la note, donc après la prise en compte des pondérations, donc voilà la note maintenant, elle va changer. Regardez, celui-ci aura qui utilise son fonction SUMUPLOAD qui multiplie ça plus ça et puis ça plus ça et puis ça plus ça et ainsi de suite. L'autre ici, vous voyez, il a 190 alors que l'autre il a 188. Puisqu'on vient de tenir compte de la pondération cette fois-ci. On vient de tenir compte de la pondération. Et au niveau du ranking, donc c'est celui-ci qui est d'autres voyez que ce sont des formules que j'utilise. Moi j'ai utilisé des formules pour faciliter les analyses ou voilà. C'est celui-ci qui sera choisi. Et aussi ça, ouais, ça aussi c'est vrai que c'est une fonction, ça c'est automatique. Donc alors je vais vous montrer quand je change de pondération. Regardez si je mets 8 ici, pondérer au niveau de pondération. Celui-ci doit toujours rester le premier. Si je mets c'était 7. Si je mets ici 9, il reste le premier. Si je mets 6, reste le premier. Si je mets 10 par exemple, voilà, celui-ci va passer. Regardez, si je mets 10 ici, au niveau si j'accorde trop d'importance au délai de livraison, supposons que vous êtes dans la unité de stock, vous voyez que celui-ci va passer. Si je mets par exemple 10 ou 11 ici, donc c'est toujours celui-ci va passer. Si je mets voilà, donc si je mets 3 ici par exemple, voilà, celui-ci va passer. Si je mets 4, c'est toujours celui-ci va passer. Donc ainsi de suite. Donc voilà, la façon dont vous allez pondérer vos critères va influencer le choix final. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que dorénavant, quand vous allez prendre des décisions, il faut collecter l'ensemble des informations, choisir les critères d'analyse, choisir les pondérations, et puis alors évaluer les différentes alternatives aux solutions possibles, et ainsi faire, et puis faire le classement de vos alternatives ou de vos solutions. Avec ça, alors, vous allez, quand vous regardez le ranking, s'il faut prendre les deux premiers, vous voyez que c'est automatique. On prendra celui-ci. S'il s'agit des solutions à proposer, on prendra celui-ci et celui-ci. S'il faut prendre les 3 premiers, on prendra celui-ci, celui-ci et les solutions. Donc voilà les amis, je pense que ça va vous donner des idées. Et si vous voulez des formations complètes sur ces différentes méthodes approfondies, donc les méthodes que je viens de présenter, ces différentes méthodes, donc nous faisons des formations, soit si vous voulez vous former ou bien si vous voulez des assistances, donc voilà, on va utiliser ces méthodes et vous proposer des solutions qui sont les meilleures. Alors voilà les amis, c'est la fin de notre présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, de la partager avec les autres parce que je sais que ces choses-là, en rapport avec les prises de décision, c'est une matière qui n'est pas enseignée. Et vous avez vu la raison, c'est tellement complexe. C'est les modèles qu'on utilise, qui ont été développés, sont des modèles qui développent à un certain niveau et c'est pas vraiment très enseigné.
Donc, vous voyez que ça peut aider dans la prise de décision. Puisqu'utiliser ces pondérations, ces critères, ça peut aider à l'amélioration de la prise de décision. Et voilà, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Sinon, je vous remercie pour votre visionnage et n'hésitez pas de le partager avec les autres pour que les autres aussi aient ces connaissances. Et parce que notre objectif, c'est d'aider les entrepreneurs, c'est de l'accompagner, d'aider dans la prise de décision, que ce soit les décisions politiques, les décisions économiques, on a des organisations. Et merci beaucoup pour votre visionnage. À la prochaine vidéo.